On entend partout dire que les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Et d'ailleurs, une manière instinctive de s'en convaincre, c'est de comparer l'attitude corporelle des gens en ville et à la campagne. Vous constaterez qu'en ville, les gens ne se regardent pas dans les yeux. Mais bon, vous me direz, ce ne sont que des impressions, des intuitions. Peut-on étudier l'évolution de la confiance au sein d'une société? Si oui, comment? Et quels résultats pouvons-nous obtenir? Eh bien, je suis tombé sur ce site, l'évolution de la confiance, qui aborde la question à travers la systémique et la théorie des jeux, et qui est extrêmement pédagogique. C'est ce que je vais vous présenter maintenant, et on examinera comment ça peut s'appliquer à la vraie société ou pas, au monde réel. Donc on peut avoir des impressions que... Oups, j'enlève le son. On peut avoir l'impression que la confiance diminue ou augmente dans une société, mais on peut aussi avoir l'impression que le soleil tourne autour de la Terre. C'est là que la science intervient pour nous dire oui ou non nos impressions sont validées ou pas. Donc, je ne vais pas tout lire et tout détailler de ce site, je vous laisserai aller le voir si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est de partir d'une modélisation de la confiance et des situations dans la vie réelle. C'est une variante qui est présentée ici du dilemme du prisonnier. Alors, je fais un petit focus là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Le dilemme du prisonnier, c'est fondamental dans la théorie des jeux et ça permet de modéliser toutes sortes de situations sociales. J'explique ça rapidement pour que vous ayez une bonne idée de comment ça fonctionne, ces histoires de modélisation. Donc voici la présentation sur Wikipédia du dilemme du prisonnier. Je vais le lire parce que c'est vraiment très bien présenté. Donc ça a été proposé dans les années 50, ça date pas d'hier, par Albert Tucker. Et donc, il suppose que deux prisonniers complices d'un crime, retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent pas communiquer, l'autorité pénitentiaire leur offre un deal. Ils peuvent dénoncer leurs complices ou pas. Et la peine encourue va dépendre de leur coopération avec l'autorité pénitentiaire. Si un seul des deux prisonniers dénonce l'autre, il est remis en liberté, alors que l'autre obtient la peine maximale, 10 ans de prison. Si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine plus légère, 5 ans. Si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale, 6 mois, faute d'éléments au dossier. Donc vous voyez que, a priori, vous vous dites, les deux ont intérêt à ne pas dénoncer l'autre. Sauf que si l'autre vous dénonce, vous vous retrouvez avec une peine maximale de 10 ans. C'est dur, quoi. Et si vous le dénoncez aussi, alors votre peine sera réduite par rapport à la peine maximale, mais sera quand même beaucoup plus importante que la peine minimale si aucun des deux ne dénonce. Donc c'est un vrai dilemme. Si vous pouviez communiquer avec l'autre personne, vous mettriez vite d'accord sur la peine minimale. Mais là, justement, vous ne pouvez pas. Mais comprenez bien que c'est une métaphore pour toutes sortes de situations qui existent dans la vie courante, et qui n'ont rien à voir avec des questions de criminalité. Par exemple, vous vendez un produit et vous avez un concurrent. Eh bien, si un concurrent baisse ses prix, il gagne des parts de marché et il peut augmenter ses ventes et accroître son bénéfice. Mais si l'autre concurrent fait autant, les deux perdent. Donc voilà à quoi ça sert, ces histoires de dilemme du prisonnier. Ça sert à modéliser ce genre de situation. Et même si c'est très simplifié, ça nous indique quand même des choses intéressantes. Évidemment, après, il faut remettre en contexte dans la société, mais il n'empêche qu'on peut en tirer de nombreux enseignements. Donc ici, c'est une variante du dilemme du prisonnier. C'est je mets de l'argent sans savoir ce que l'autre fait dans une machine et je peux soit coopérer, soit tricher. C'est-à-dire, je mets vraiment de l'argent ou je ne mets pas d'argent. Et là, je vais coopérer, je vous montre. Dans ce cas-là, comme l'autre joueur triche, mais que je le sais, bon, là, je fais exprès. Si je le savais pas, j'aurais coopéré. Eh bien, je vais me retrouver dans une situation défavorable. Parce que moi, j'aurais perdu une pièce et l'autre en aura gagné 3. Alors que si j'avais triché, c'est-à-dire si je n'avais pas mis de pièces, eh bien, c'était égalité. Maintenant, si l'autre joueur coopère et que je triche, je vais me refaire. Je vais me retrouver ici, je vais faire un gain de 3. Mais si j'avais aussi coopéré, on aurait tous les deux gagné plus 2. Ce qui fait que, si on considère le gain collectif, quand on fait tous les deux plus 2, la somme totale, c'est 4. Alors que dans le cas précédent, la somme totale, c'est 2. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on répète les transactions plusieurs fois? Et vous allez voir où on va en venir petit à petit avec cette idée qu'on va complexifier. Voilà comment ça va se passer. Donc là, j'insiste un petit peu pour que vous compreniez la mécanique du jeu, mais c'est très simple. Donc si les deux coopèrent, chacun gagne plus 2 et le global gagne plus 4. S'il y en a un des deux qui coopère et l'autre qui triche, il y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre.
mais le gain total n'est que de 2 au lieu de 4. Et si les deux trichent, le gain total est de 0. Voilà, si je coopère, voilà, les deux ont coopéré, nos scores sont ici. Si je continue à coopérer, hop, voilà, ça augmente. Si je triche, je gagne plus, score de 9 et de 5. Si je continue à tricher, voilà, bah lui, il triche aussi, donc du coup, on n'a rien gagné tous les deux. Bon, etc., etc. Et là, ce que ça nous montre ici, c'est que les personnages diffèrent d'une partie à l'autre. Là, je coopère, mais là, lui, il veut pas coopérer. Donc à chaque fois, je me retrouve, moi, avec des pertes qui s'accumulent et lui, des gains maximum. Mais je le redis, hein, pour que ça soit clair, certes, lui, il a des gains maximum, mais la collectivité, si vous voulez, nous deux, d'ensemble, notre score n'est pas maximum. Voilà, ici, on a encore un autre personnage qui représente une nouvelle stratégie. Donc on va voir après ce que c'est. Et là, encore une dernière stratégie. Bon, je passe. Voilà, l'idée, c'est d'expliquer que comme dans la vie, en fait, si vous voulez, c'est quelque part... Ça va dépendre des personnalités des gens. On a tous des tendances différentes. Ils peuvent être influencés en partie par notre génétique, en partie par la culture, en partie par notre histoire personnelle. Mais bon, bref, je vous laisserai regarder le détail parce que sinon ce serait trop long. Mais l'idée, c'est que, comme dans la vie, il y en a qui coopèrent facilement et souvent. Alors ici, ils sont représentés par ce personnage qui coopère toujours. Il y en a qui coopèrent plus difficilement, qui se méfient des gens, et qui vont anticiper que les gens vont tricher, donc ils trichent eux-mêmes. Là, c'est modélisé par un personnage qui triche toujours. Et puis, il y a ceux qui sont dans la réciprocité, c'est-à-dire ils coopèrent si on coopère avec eux, et si on triche avec eux, ils trichent. Et puis, il y a d'autres stratégies plus subtiles. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, sachant qu'on a ces stratégies de base, est-ce qu'il y a des stratégies plus sophistiquées qui permettraient de tirer parti des stratégies de base? Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est, on va regarder ce qui se passe sur des jeux répétés, donc on fait des matchs de 10 rounds, et on regarde quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux. D'après vous, qui va gagner? Est-ce que c'est celui qui triche toujours? Est-ce que c'est celui qui coopère toujours? Est-ce que c'est celui qui fait de la réciprocité? Ou les stratégies les plus évoluées? Bon là, tous les matchs sont décomposés les uns après les autres, donc je passe un peu vite pour regarder ça si vous voulez en détail, hein. Et là, à la fin de tous les matchs, ce qu'on voit, c'est que celui qui a le plus de gains, eh bien, c'est celui qui fait de la réciprocité. Et ça a l'air de rien, mais c'est important parce que, en fait, ça correspond, ça explique la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Ou ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est une règle de réciprocité. À tel point que, c'est ancré en nous à tel point que ça existe aussi chez les animaux, ce genre de choses. En fait, ça nous vient de notre héritage animal. Donc il y a l'expérience très connue de Frans de Waal, où on a deux capucins, deux singes. À l'un, on va donner un concombre. C'est un aliment qu'il aime bien. Donc il est content, il a reçu son concombre. Mais à l'autre, on lui donne un raisin. Et ça, les capucins, ils préfèrent largement le raisin au concombre, puisque c'est sucré. Et là, voilà, on redonne un concombre au premier capucin, il est pas content, il le redonne. Et là, on lui en redonne un. Et là, non. En fait, il n'en veut pas. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'équité, si vous voulez. Donc, on retrouve ici la raison pourquoi c'est comme ça. C'est une raison évolutive qu'on peut expliquer grâce à la théorie des jeux. C'est à ça que ça sert, ce genre de petite modélisation, ça nous donne des intuitions de comment nous fonctionnons et pourquoi nous avons certains comportements. Maintenant, continuons, on va faire des tournois au sein de populations. Là, dans le cas précédent, on avait juste regardé des tournois entre individus. Maintenant, on va s'occuper de populations. Et la règle pour étudier ça, ça reproduit la sélection génétique. Donc, ceux qui gagnent se reproduisent, ceux qui perdent sont éliminés progressivement. C'est pour ça que c'est modélisé comme ça, c'est inspiré de la théorie de l'évolution. Et voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez une population de départ avec beaucoup de coopérateurs, quelques copieurs qui appliquent donc la règle d'or, et des tricheurs. Et on regarde, en répétant les tournois à chaque fois, qui gagne et qui perd, qui fait les meilleurs scores, et qui va se reproduire, et qui va disparaître petit à petit du paysage. Et ça, je le répète pour que ce soit clair, hein, c'est une manière de modéliser l'évolution des stratégies, autant au niveau comportemental qu'au niveau génétique. Donc là, moi, je vais miser sur le copieur. Donc là, au début, c'est du round par round pour expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, on regarde les scores et on se rend compte que là, les tricheurs, comme il y a beaucoup de copieurs, comme il y a beaucoup de coopérateurs qui coopèrent à chaque fois, les tricheurs font des super gains. Hop. Donc on élimine 5 coopérateurs et on rajoute 5 tricheurs. Et là, on se rend compte que
ça va peut-être mal se passer pour les copieurs. Alors, on continue. Hop, hop. On continue. Donc là, ça y est, il n'y a plus de coopérateurs. Ils ont vite été éliminés. Donc ça veut dire que, si vous voulez, la confiance naïve, aveugle, ça ne dure pas très longtemps. En tout cas, dans ce contexte-là. On va voir que ça peut varier en fonction des contextes. Maintenant, on continue. Et là, cette fois-ci, comme les copieurs ne sont plus désavantagés par les relations entre les tricheurs et les coopérateurs, eh bien, ils reprennent du poil de la bête. Et ils finissent, en fait, par éliminer les tricheurs. Donc, il ne reste plus que des copieurs. Maintenant, il y a toutes sortes de stratégies, en fait, qui peuvent exister dans la nature. Il n'y a pas que ces 3 stratégies-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où les stratégies, en fait, sont comprises, il y en a qui vont essayer d'autres stratégies pour voir s'ils ne peuvent pas tirer parti des premières. Donc voilà, on répète dans d'autres situations, et là on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui se forme, mais finalement c'est le même, c'est toujours le copieur qui gagne. Maintenant, on va partir d'une situation où il y a énormément de gens qui se font confiance, donc qui coopèrent tout le temps, et il n'y a que 2 personnages différents, un copieur et un tricheur. Et là, vous allez voir qu'on va aboutir à un résultat très intéressant. Donc si on fait la simulation, hop, on se retrouve avec la situation qu'on connaît avant. Mais on est dans un contexte, un monde, si vous voulez, où il y a 10 rounds par match. Si je me mets à 6 et que je refais exactement le même jeu, le même point de départ, regardez ce qui se passe. Le résultat va être différent. Non, alors c'était peut-être à 5, c'est bizarre. Voilà, cette fois-ci, donc à 5, alors pas à 6. Cette fois-ci, ce sont les tricheurs qui gagnent. Alors que si je me mets à 6 rounds ou à 7, parce que ça dépend peut-être des fois, je ne sais pas. À 7, cette fois-ci, ce sont les copieurs qui gagnent. Et pourtant, c'est exactement la même situation de départ. Ce que ça nous dit, en fait, cette petite expérience, indirectement, c'est que, en fonction du nombre d'interactions, on n'a pas les mêmes résultats à la fin. Et là, ici, le passage entre 5, 6 et 7 nous indique que s'il n'y a pas assez d'interactions répétées entre les joueurs, eh bien, c'est la stratégie du tricheur qui gagne. Ça veut dire, grosso modo, qu'il faut que les gens interagissent entre eux régulièrement pour que la confiance puisse s'établir. C'est un résultat très intuitif, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à le démontrer. Et maintenant, il y a eu des études derrière, et ça se traduit dans des statistiques. Par exemple, ils ont remarqué que en 1985, les Américains déclaraient avoir 3 amis proches, alors qu'en 2004, ils déclaraient en avoir 0. Enfin, c'était la réponse qui était donnée le plus souvent. Mais c'est pas tout. On peut aussi obtenir des résultats très différents en fonction des gains ou des pertes attendues dans les jeux, dans le dilemme du prisonnier. Ce que ça dit, c'est que là, on a commencé d'une manière simplifiée, dans un cas un peu exagéré, si vous voulez, caricatural. Vous avez, ici, bon, c'est encore pire que le cas précédent, mais vous avez prison à perpétuité, prison à 10 ans ou libération. Mais en fait, ça pourrait ne pas être prison à perpétuité, ça pourrait être 2 ans de prison ou 3 mois de prison. Ça pourrait ne pas être libération, ça pourrait être quand même de la prison, mais 1 mois. Bon. Et en fait, en fonction des situations, vous n'allez pas faire le même calcul. Par exemple, si j'augmente ici, je vais favoriser la coopération. Donc ça va se répercuter dans l'évolution des stratégies employées par les individus de la population. Et inversement, si je diminue le gain de la coopération, eh bien, la méfiance va plus facilement s'installer. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est que la seule chose que j'ai changé par rapport à avant, si je mets 2, c'est le copieur qui va gagner. Mais voilà, il est en train de gagner. Mais si ici, je diminue et que je mets seulement 1 comme gain, eh bien là, cette fois-ci, c'est le tricheur qui gagne. Donc, quand je dis c'est le tricheur qui gagne, ça veut dire que dans la population, c'est la stratégie qui s'impose naturellement petit à petit. Ce que ça nous dit, indirectement, on peut l'interpréter comme étant que si la situation économique se tend, si on est en période de récession, eh bien, la méfiance va avoir tendance à s'installer. Et inversement. C'est ce que nous disent souvent les libéraux d'ailleurs. Ils nous disent, oui, mais la croissance va résoudre les problèmes sociétaux. Alors, c'est pas faux. En tout cas, ce que nous dit ce petit jeu, c'est que oui, c'est vrai, effectivement, ça correspond à ce qu'on peut modéliser. Mais vous avez vu que ce n'est qu'un des facteurs. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi le nombre d'interactions répétées entre les gens qui va jouer. Et ça n'a rien à voir avec la prospérité économique. Mais il va y avoir un nouveau facteur qu'on va étudier. Ce site est vraiment hyper intéressant parce que bon, il est très didactique et il va jusqu'au bout. Maintenant, on va introduire une nouvelle notion, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs de communication. Donc là, par exemple, si on prend nos copieurs, la stratégie gagnante en général, mais que cette fois-ci, de temps à autre,
une erreur de communication, enfin, une erreur est introduite dans le jeu. Donc là, les deux coopèrent, les deux gagnent, c'est la stratégie qu'on connaît et qui marche très bien. Mais maintenant, il y a eu, hop, involontairement une erreur. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Lui, il se dit, ah ben il m'a arnaqué. Donc, je vais l'arnaquer. Et lui, il se dit, ben j'ai commis une erreur, donc je vais réparer ma faute. Donc là, cette fois-ci, il coopère. Et là, du coup, il s'est dit, bon, ben en fait, il m'a arnaqué, donc je vais l'arnaquer. Mais lui, comme c'est un copieur, il se dit, ben il a été honnête, donc je vais être honnête. Et là, si on continue, on se retrouve dans une situation où ça n'arrête pas, en fait. Il y a une incompréhension qui perdure, si vous voulez, et qui peut durer ad vitam aeternam. Alors évidemment, les humains peuvent s'adapter, peuvent se rendre compte qu'ils sont pris dans ce genre de boucle, mais finalement, c'est pas si différent que ça des situations qu'on connaît dans la vie. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que on décompose ça en éléments simples et on peut les modéliser et les étudier donc avec des simulations informatiques. Voilà, donc là, je vais passer un peu vite, je vous laisserai le lire si ça vous intéresse, mais l'idée c'est que, puisque l'environnement a changé, qu'on introduit cette notion d'erreur, est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies qui apparaissent et qui peuvent être meilleures, qui peuvent compenser les erreurs qui sont introduites dans les transactions. Par exemple, il y a celui-ci qui est un copieur avec une petite variation, c'est que je ne triche en retour que si tu triches 2 fois d'affilée, parce que la première fois, c'était peut-être une erreur. Donc ça permettrait de compenser. Voilà, il y a même une stratégie, c'est... je fais n'importe quoi, en fait, parce que ça devient trop complexe, je lâche l'affaire. Et voilà ce qui se passe si on met tout ça dans un tournoi et qu'on examine les stratégies gagnantes. On continue à étudier le sujet de la même manière. Hop, donc là, voilà. On voit de manière surprenante que la stratégie qui gagne, c'est pas du tout celle à laquelle on était habitué. Et c'est une autre stratégie qui gagne. Maintenant, si on change la population de départ, et qu'au lieu d'avoir de nombreux coopérateurs, on met de nombreux tricheurs, bien là, cette fois-ci, voilà, un nouvel équilibre avec le copieur qui tolère l'erreur, qui se retrouve avec une espèce d'équilibre instable avec les copieurs. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en fonction des différents niveaux d'erreur qui sont introduits dans le jeu. Il peut y avoir 5% d'erreurs, il peut y avoir 50% d'erreurs. Donc on va regarder. Voilà, là, maintenant, on est avec 5% d'erreurs. Donc là, on se retrouve dans la situation précédente avec les copieurs qui gagnent et puis le copieur amélioré. Et si je mets plus d'erreurs de communication, mettons 10%, là, cette fois-ci, très rapidement, c'est le tricheur qui gagne, c'est la méfiance qui s'impose. Si je mets moins, si je mets 2%, alors cette fois-ci, c'est encore une fois le copieur amélioré qui gagne. Et si je mets 50%, donc là, il y a énormément d'erreurs de communication, on se retrouve avec un autre équilibre qui, paradoxalement, fait revenir sur le devant de la scène le copieur. Et entre les deux, ici, en fait, c'est toujours le tricheur qui gagne très rapidement. Voilà. On peut avoir des effets comme ça, étranges, qui se produisent. Et ça, comment on peut l'interpréter? Eh bien, on pourrait se dire, les erreurs de communication, bon, on en connaît tous dans la vie, mais pourraient être amplifiées, augmentées dans des sociétés multiculturelles, puisque les codes entre les gens ne sont pas les mêmes. Et ça, il se trouve que ça a été étudié de manière empirique dans la population par Robert Putnam, donc qui, je le précise, est un homme de gauche, qui a fait cette étude pour voir ce qu'il en était du multiculturalisme aux États-Unis, et il ne l'a pas fait pour démontrer que c'était désavantageux. Je le précise parce que l'étude aurait pu être biaisée pour cette raison. Et là, en fait, comme c'est un homme de gauche, on peut le soupçonner d'un biais inverse. Bon, et c'est pour ça que son étude a fait grand bruit à l'époque, en 1995, c'est qu'elle a démontré que effectivement, le multiculturalisme, et là, en l'occurrence, on parle de multi-ethnicisme, mais le terme n'est pas très usité, diminuait le capital social. C'est une étude qui était très très bien faite. Hein. Et comment on mesure le capital social? Eh bien, on regarde le niveau d'engagement civique des gens. Est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils vont à des associations? Est-ce qu'ils font du bénévolat? Tout ce genre de choses. Et donc la conclusion, il a fait plusieurs études, hein, c'est que l'hétérogénéité ethnique augmente, que quand l'hétérogénéité ethnique augmente, cela semble entraîner une désintégration du tissu social. Moins les groupes ethniques se font mutuellement confiance. Il constate que cette dégradation s'opère indépendamment de la couleur de peau. Alors ici, cette phrase, dans la page Wikipédia, ce n'est pas ce qu'il dit, donc je ne vais pas vous la lire parce que c'est une extrapolation. Je vais vous lire la conclusion de l'étude de Putnam. Les habitants
de communautés hétérogènes ont plutôt tendance à se retirer de la vie collective, à se méfier de leurs voisins, indépendamment de leur couleur de peau, à se retirer même des relations avec des amis proches, à attendre le pire de leur communauté et de leur chef, à être moins bénévoles, à moins voter, à exiger plus ardemment des réformes sociales, sans avoir grand espoir qu'elles porteront leurs fruits, et à se blottir mécontents devant la télévision. Il faut noter que cette disposition concerne les attitudes et les comportements, la formation de liens affectifs et les rapprochements, les relations privées et publiques. La diversité, au moins à court terme, semble faire ressortir la tortue qui est en nous. Et donc j'attire votre attention sur la montée actuellement d'une tendance qui s'appelle le cozy core. C'est la mode de devenir accro au confort, à son petit chez-soi confortable, vivre sous un plaid, jouer au jeu, ne pas sortir, s'isoler, rester dans son petit cocon. Bon, eh bien, vous voyez que ça correspond exactement à ce qui est attendu quand on a une baisse de la confiance. Alors, ça peut être parce que il y a moins d'interactions entre les gens, et ça, c'est facile de constater que c'est le cas. Alors, moins d'interactions répétées entre les gens. C'est pas d'avoir beaucoup d'interactions avec des gens différents qui crée la confiance, c'est le fait que ça demande du temps de créer des liens véritables avec les gens. Et on voit bien que l'arrivée d'Internet n'a pas amélioré cet état de fait, puisque ça amplifie finalement ce phénomène. Et la réaction des gens, c'est aussi souvent de chercher à recréer de la confiance en ayant des interactions répétées avec des gens. Et pour le coup, sur Internet, ça aboutit à la création de silos, de chambres d'écho, les bulles de filtre, qui en plus sont favorisées par les algorithmes. Vous voyez que tout ça se combine. La modernité, finalement, a cet effet malheureux, qui n'est pas recherché, de créer de la méfiance entre les gens. L'étude de Robert Putnam nous le montre, mais on a aussi d'autres études faites par des démographes, comme l'archipel français, le phénomène d'archipélisation, que les gens se replient sur leur petit archipel. Ça se produit à différentes échelles. Certains se replient sur leur cocon dans leur maison, d'autres se replient sur leur quartier, sur leur communauté. Mais on voit que c'est un phénomène global qui est systémique. Systémique dans le sens où personne n'est derrière à comploter pour que ça arrive, c'est juste que l'environnement dans lequel on évolue change et ça a un impact sur les stratégies gagnantes ou pas. Donc inversement, des marchés, les marchés où vous allez acheter vos légumes, ce sont des lieux de lien social avec des interactions répétées avec les mêmes personnes. Et finalement, au-delà du simple commerce qu'il y a derrière, ces marchés peuvent favoriser la création du capital social. Capital social au sens Robert Putnam du terme, hein, parce qu'il y a le capital social au sens bourdieusien qui est votre carnet d'adresses. Mais ici, c'est différent, hein, c'est le capital social global. La confiance que les gens se font les uns envers les autres. Et je reviens sur ce passage à exiger plus ardemment des réformes sociales sans avoir grand espoir qu'elles porteront leurs fruits. Si là-dedans, vous ne reconnaissez pas la France. Et parlant de la France, je pense qu'on a pu mesurer justement l'effet de cette méfiance généralisée, méfiance entre les gens, mais qui se traduit aussi par une méfiance du gouvernement envers sa population et par les choix faits par les gouvernements pour gérer la crise pendant la grippe 19. Il a été noté par les chercheurs que la France était particulièrement autoritaire comparée à d'autres pays. Alors c'est pas spécifique entièrement à la France, mais il était constaté qu'il y avait une sorte de gradient géographique dans les mesures prises par les gouvernements. Alors il faudrait regarder les facteurs de confusion, mais ceci dit, on peut supposer quand même que chez nous, la méfiance généralisée y a été pour quelque chose. Même si c'est sûrement pas le seul facteur. Faut pas oublier que ça, ce sont des modélisations qui nous permettent de découvrir des mécanismes, mais la vie ne se limite pas à ces mécanismes. La vie réelle en société est bien plus complexe. Ceci dit, ça permet d'avoir des intuitions qui confirment ou pas nos instincts. Et là, en l'occurrence, il semble bien que oui, il y ait une augmentation de la méfiance dans les sociétés modernes et multiculturelles, ou multi-ethniques, pour être plus précis. Et donc voilà comment la théorie des jeux nous permet d'étudier ce genre de situation. Et là, à la fin, vous avez un petit simulateur, si vous voulez jouer avec et voir ce que ça donne, en modifiant les différents paramètres de l'environnement. Mais j'insiste aussi sur un fait qui me semble important, c'est que nous sommes humains, des êtres éminemment sociaux, et nous avons des sortes de capteurs, des détecteurs implicites du climat social en nous. On peut les écouter ou ne pas les écouter, mais je pense que tout le monde les a. Vous regardez l'attitude des gens dans la rue, est-ce qu'ils se regardent dans les yeux ou pas, et d'autres petits signaux comme ça, et vous pouvez prendre la température
du climat social. Et bien que chacun puisse avoir ses biais, personnellement, je pense que nous sommes en réalité très très bons là-dedans, parce que c'est une question de survie pour nous. Quand on arrive dans un lieu, on a besoin très rapidement d'évaluer la situation et de savoir dans quoi on met les pieds et éventuellement quelle stratégie on peut adopter. Parce que là, dans les simulations, ce sont des personnages qui sont figés dans une stratégie. Mais en réalité, nous pouvons nous-mêmes changer de stratégie. Mais on voit aussi que ça dépend beaucoup, donc, quelque part, de l'environnement, de ce que la pression environnementale implique sur les stratégies gagnantes ou pas. Et certaines personnes peuvent vivre dans un environnement où elles sont habituées à leur stratégie gagnante et à un climat social qui fait que certaines stratégies leur semblent plus naturelles. Et elles peuvent avoir le biais de se dire « Ah, mais cette stratégie, elle marche, je le sais, puisque je l'utilise, tout le monde l'utilise autour de moi, et ça fonctionne comme ça. » Elles peuvent se dire que c'est la stratégie qui va fonctionner partout. Donc on est à la fois très bon pour détecter le climat social, mais on est aussi très bon pour se tromper, pour projeter ce qu'on croit sur la situation réelle. Et ça fait partie du travail de la spiritualité, d'apprendre à reconnaître nos biais et à voir ce qui est tel que c'est. Donc à faire la différence entre toutes ces situations. Et ce que j'aime bien dans ce genre de simulation, c'est que ça permet d'isoler certains facteurs et donc de clarifier les choses. Donc pour moi, ça fait aussi partie d'un travail spirituel ou métacognitif, si vous voulez, de comprendre comment nous fonctionnons nous-mêmes et d'éclaircir tout ça pour enlever nos illusions. John Vervaeke explique que le chemin vers la sagesse, c'est justement, précisément, de se rapprocher de la réalité et d'abandonner nos illusions. Ce genre d'outil n'est jamais présenté comme un outil spirituel ou comme un outil de développement personnel ou un outil métacognitif, et pourtant, c'en est bien un. Voilà, je voulais, pour conclure, insister là-dessus. Et ça permet aussi de comprendre les effets que la modernité a de manière indirecte, parfois sournoise, sur nos propres comportements. Puisqu'après tout, c'est quand même le sujet de cette chaîne. Notre rapport à la technologie et comment développer une sagesse de la technologie pris au sens large, donc les évolutions technologiques de la société. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez.